Bonjour à tous, on va démarrer le webinaire. Donc, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire Agir tous ensemble aujourd'hui pour une biodiversité préservée demain. Donc, ce webinaire, il s'inscrit dans un cycle de 6 webinaires. Donc, le premier a déjà eu lieu le 13 septembre et a lancé la série de ces 6 webinaires qui vont nous tenir jusqu'à la fin de l'année. L'objectif, c'était de refaire des rencontres, alors pour l'instant en distanciel, avec les animateurs de contrats territoriaux et de sages. Et on espère vous annoncer bientôt une rencontre en présentiel pour le premier semestre 2023. Et on aura donc le plaisir de se retrouver cette fois en vrai. Donc, le programme d'aujourd'hui sur ce webinaire « Agir tous ensemble aujourd'hui pour une biodiversité préservée demain ». Donc, après un petit accueil et un sondage pour savoir un peu qui est derrière son écran ce matin, je ferai une rapide introduction de cette thématique biodiversité qui finalement est encore assez nouvelle pour l'Agence de l'eau. Puis Sandrine Gouin vous précisera comment s'inscrit cette politique au sein de l'agence et dans quel cadre et contexte on l'a développée. Et puis, on aura des illustrations et retours d'expérience de projets accompagnés par l'Agence de l'eau et notamment l'intervention de Ludovic Priou, qui est technicien de rivière au syndicat mixte des marais de la vie, du Ligneron et du Jaunet. Et on aura bien sûr un temps d'échange avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et on y répondra en fin de webinaire. Donc, tout d'abord, on va lancer un petit sondage pour mieux connaître toutes les personnes qui sont derrière leur écran actuellement. Donc, on voit que vous êtes une majorité à être issus des collectivités et puis une petite partie des services de l'État et une partie des gens de l'Agence de l'eau. Et puis, on a une représentation d'un petit peu toutes les régions, avec une forte présence notamment des régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Et donc, sur les thématiques principales que vous suivez, forcément, on retrouve les milieux aquatiques en majorité. C'est vrai que pour l'instant, et Sandrine l'explicitera, on travaille beaucoup sur la biodiversité liée aux milieux aquatiques et zoniques, donc ce n'est pas étonnant. On a une petite partie aussi sur l'agriculture, et donc ça, c'est aussi intéressant puisque travailler le lien agriculture et biodiversité, ça va être un des sujets aussi pour nous à l'avenir. Dans quel contexte l'agence agit sur la biodiversité? Donc, il y a eu la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui a élargi le champ d'intervention des agences de l'eau en matière de préservation et de restauration de la biodiversité. Donc, suite à la sortie de cette loi, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a lancé 2 appels à initiative biodiversité, un en 2017 et un en 2018, ce qui nous a permis de voir un petit peu le type de projet qui pouvait sortir sur notre bassin. On a eu 104 initiatives retenues pour un montant d'aide de 6 millions d'euros. En 2019 est arrivé le 11e programme. Et donc, dans ce 11e programme, on avait nos 3 enjeux prioritaires qui étaient la qualité des milieux aquatiques et de la biodiversité associée, la qualité des eaux et la lutte contre la pollution, et une gestion économe et équilibrée des prélèvements en eau. Mais en plus, on a ajouté un enjeu complémentaire qui était la biodiversité, pour se tester en sentant qu'à l'avenir, on allait demander aux agences de l'eau d'être de plus en plus présentes sur ce sujet de la biodiversité. Donc, dans le cadre du 11e programme, on est quand même resté en lien avec les espèces inféodées au milieu aquatique. On intervient donc sur la biodiversité, alors notamment au travers de toutes les actions qu'on accompagne depuis toujours sur la restauration des milieux aquatiques et des milieux humides, mais également on a financé les plans nationaux d'action donc sur les espèces inféodées au milieu aquatique. Et donc, on a eu 89 projets retenus pour 2,1 millions d'euros d'aide sur 4 ans. Donc, ça, c'est une action qui est annuelle. On va lancer le prochain appel à projet bientôt. Donc, Sandrine vous en dira un mot tout à l'heure. Et donc, actuellement, vous avez dû voir sortir la stratégie nationale des aires protégées qui a été adoptée en janvier 2021 et la stratégie nationale biodiversité qui donne un peu le cap à suivre pour les prochaines années jusqu'à 2030. Et donc, l'agence s'interroge sur jusqu'où on va aller avec tout ce contexte, ces stratégies qui sont sorties. Nous, notre métier, à la base, c'est l'eau, mais on sent bien qu'on a vocation à aller plus loin. Et donc,
On se teste au fur et à mesure. Et là, l'objectif, c'est déjà de vous faire un retour d'expérience de tout ce qu'on accompagne sur la biodiversité sans en avoir fait jusqu'à aujourd'hui un sujet central. Et peut-être que demain, c'est une politique au niveau de l'agence qui va monter en puissance. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à ma collègue qui est en charge de ce sujet de biodiversité au sein de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, Sandrine Gour. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi, je vais vous parler un peu plus en détail de la biodiversité au sein de l'Agence de l'eau. Alors, on va travailler un petit peu en entonnoir ce matin. Je vais vraiment vous présenter le niveau national dans un premier temps, très rapidement. Et ensuite, la biodiversité qu'on a au niveau de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et après, comme vous le disiez, Emeline, on passera sur les exemples un peu plus concrets, pour que ça parle un peu plus. Donc, les stratégies nationales. Donc, il y a la stratégie nationale biodiversité qui a été adoptée en mars 2022. Elle a 5 axes structurants et un objectif qui est bien évidemment de réduire les pressions sur la biodiversité, protéger et restaurer les écosystèmes et susciter des changements en profondeur afin d'inverser la trajectoire du déclin de la biodiversité. Ça étant dit, c'est une stratégie qui n'est encore pas totalement finalisée. Ils attendent de la COP 15, donc elle est encore en cours d'écriture. C'est une première grosse partie qui a été sortie donc là en mars. Et il y a aussi actuellement le plan d'action qui est en cours de travail. Cette stratégie, elle est en lien donc, avec la stratégie nationale des aires protégées qui, elle, a été adoptée en janvier 2021, avec la stratégie relative aux espèces exotiques envahissantes et avec le 4e plan national en faveur des milieux humides. Pour l'Agence de l'eau, cette stratégie, c'est des directives encore plus appuyées. Donc, vous avez vu la loi en 2016, la stratégie biodiversité qui, elle cite par moment dans ses objectifs les agences de l'eau, et un des objectifs est vraiment d'ajouter tout ce qui a été inscrit dans la stratégie nationale biodiversité dans le 12e programme des agences de l'eau. Donc actuellement, on est plutôt en cours de discussion de savoir sur quelle partie exactement les agences de l'eau vont vraiment intervenir et comment financièrement. On est aussi en attente de savoir si on aura une taxe biodiversité ou pas, si on aura un budget un peu plus important à consacrer à la biodiversité. Donc voilà pour la stratégie nationale biodiversité. Vous avez aussi donc la stratégie nationale des aires protégées, comme je vous ai dit, donc adoptée en janvier 2021. Pour elle, cette stratégie, c'est une stratégie qui est très ancrée dans les territoires. Elle travaille de concert entre la terre et la mer, donc elle est vraiment très très large. Et le but était vraiment de développer un réseau d'aires protégées cohérent et beaucoup plus efficace qu'il ne l'est déjà. Pour elle, la stratégie étant plus ancienne que la stratégie nationale biodiversité, le plan d'action est déjà sorti. Donc c'est un plan d'action 2021-2023. Il y a 7 objectifs, 18 mesures, 5 objectifs dans lesquels les agences de l'eau peuvent être concernées. Et il y a 2 mesures qui citent vraiment explicitement les agences de l'eau, qui est la mesure 10 et la mesure 15 sur le côté financier. Pour l'agence de l'eau, c'est vraiment un travail renforcé sur l'acquisition de zones humides. Dans cette stratégie, on demande d'augmenter les aires protégées, et donc le travail d'acquisition de zones humides passe aussi aide aussi pour l'augmentation de ces espaces, de ces aires protégées. C'est aussi un renforcement de la prise en compte des aires protégées dans les projets de territoire. Donc, par rapport aux exemples qu'on va vous citer tout à l'heure et ce que je vais vous présenter, on commence déjà un peu à prendre en compte cette partie projet de territoire et les aires protégées. Et c'est aussi forcément une consolidation du financement des aires protégées. Donc là aussi, il y a un travail en cours sur lesquels les agences de l'eau ont travaillé, les financiers ont déjà travaillé sur les programmes précédents et sur notre début du 11e programme, savoir un petit peu où est-ce qu'on a financé et qu'est-ce qu'on pourrait un peu plus appuyer à l'avenir. Donc voilà globalement au niveau national ce qui se passe sur la biodiversité et comment nous, agences de l'eau, nous sommes impactés. Ensuite, on va passer vraiment sur la thématique agence de l'eau, biodiversité, comment nous, au niveau de l'agence, on va pouvoir aider sur cette thématique. Donc, agence de l'eau, vous savez très bien que majoritairement, on travaille par les contrats territoriaux, donc c'est l'approche territoriale. Et donc, comment on voit les choses pour cette fin de 11e programme? Les bases, si on veut intervenir sur la biodiversité à l'agence de l'eau, il faut qu'on soit dans un contrat territorial. Il faut que, si on veut agir, il faut que notre masse d'eau soit en un état moins que bon et que nous soyons sur une aire protégée. Donc, c'est-à-dire Natura 2000, parcs naturels régionaux, les réserves, les arrêtés de biotope et ainsi de suite.
C'est aussi une intervention sur les milieux aquatiques et humides, comme le disait tout à l'heure Emmeline. Pour l'instant, on reste vraiment focalisé sur cette thématique-là. C'est agir sur les mares, sur les cours d'eau, les prairies humides, les haies, si elles sont bien en relation avec un cours d'eau, si il y a aussi une espèce qui est inféodée au milieu aquatique, qui vit dans cette haie-là, alors effectivement, on pourra intervenir sur les haies. Vous l'avez compris, toujours dans le cadre d'un contrat territorial. Les actions qu'on va aider, c'est restauration-création. Alors, restauration-création de mares, ça peut être les tourbières, ça peut être prairies humides, de l'acquisition foncière, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis des aires protégées, donc l'acquisition foncière de zones humides, des milieux humides. Les études préalables aux travaux, la sensibilisation, alors ce serait une petite part des contrats territoriaux. Un inventaire au niveau de l'état zéro, inventaire pour orienter les travaux. De l'inventaire pur, de la connaissance pure, on n'ira pas. Et c'est aussi de financer les stratégies de plan de gestion des espèces exotiques envahissantes. Si sur votre territoire, si vous savez que vous avez des espèces exotiques envahissantes, on a déjà des territoires tests actuellement sur lesquels on aide à hauteur de 2 jours pour élaborer cette stratégie de plan de gestion des espèces exotiques envahissantes. L'aide financière sera jusqu'à 50%. Et bien évidemment, ce ne sera jamais un contrat territorial biodiversité. Ce sera un contrat territorial avec un volet cours d'eau et milieu humide, dans lequel il y aura une partie biodiversité. Et à venir, dans l'attente aussi, donc vous avez cette approche territoriale, mais vous avez aussi l'appel à initiative biodiversité marine qui va être lancé au 15 novembre 2022. Donc là, dans le cadre de nos appels à initiative, on est vraiment hors programme d'intervention. Donc n'hésitez pas à aller voir les règlements, c'est au-delà de ce qu'on vous propose aujourd'hui sur ce diaporama. Et il y a aussi l'appel à initiative biodiversité qui devrait démarrer au 1er avril 2023. Normalement, devrait être ouvert du 1er avril au 1er août. Voilà. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Emmeline, il y a aussi l'appel à projet des plans nationaux d'action qui, lui, a lieu tous les ans et qui démarrera du 15 novembre au 15 février. Donc, voilà un petit peu le panel de la biodiversité actuellement sur l'Or-Bretagne. Donc, pourquoi aussi cette approche territoriale? Nos attentes, c'est vraiment d'avoir une coalition entre nos acteurs clés. C'est vraiment de faire déjà ce qui est fait vis-à-vis de nos contrats territoriaux sur les cours d'eau et sur les milieux humides. Il y a déjà une émulation par rapport à cette thématique-là. Mais en plus d'y raccrocher cette part de biodiversité. Donc, le fait d'avoir dans le contrat territorial, c'est vraiment que tout le monde travaille ensemble, que la biodiversité devienne un acteur transversal du contrat, qu'il y ait un appui des autres documents stratégiques de référence pour travailler, donc de travailler avec les AVC, les IBC, les DOCOP, les documents d'objectifs Natura 2000, voilà, qu'il faut vraiment travailler avec les collectivités qui sont territoires engagés pour la nature. Il ne faut pas hésiter à s'ouvrir de tout ce qui existe déjà sur vos territoires. Les objectifs, c'est gagner en efficience pour cette thématique, suivre plus précisément les actions pour la biodiversité. C'est d'avoir aussi des actions en entreprise dans le cadre de corridors écologiques, donc pas avoir des opérations, si on peut dire, one shot. Et c'est un travail à long terme, contrairement aux appels à initiative, aux appels à projet, où là, on a une urgence, un travail rapide à faire, on va le proposer tout de suite. Là, dans le cadre de l'approche territoriale, on peut travailler sur 2 fois 3 ans. Voilà aussi, donc c'est pour voir un petit peu plus à long terme de ce que nous pouvons faire. Et donc, dans le nuage de mots, vous voyez un petit peu les différents mots qui ressortent de ce que je viens de vous présenter actuellement. Donc, pour parler un petit peu plus concrètement, je vais laisser la parole à Ludovic Priou, du syndicat de la vie et Jaunet, qui va vous présenter le contrat et ce qui a été fait sur son territoire. Donc Ludovic Priou, donc moi je suis technicien rivière et marais, donc au syndicat mixte des marais de la vie, du Ligneron et du Jaunet, donc à Givran en Vendée. Donc je vais vous parler donc de notre cas concret en fait du contrat territorial eau, vie et Jaunet et comment on a intégré l'aspect biodiversité dans ce contrat. Donc le bassin versant, tout d'abord une présentation du bassin versant vie et Jaunet, une localisation. Donc c'est un côtier vendéen, donc situé sur la façade atlantique en Vendée. Donc c'est un bassin versant donc qui représente 780 km².
78 000 hectares, donc avec 37 communes sur le bassin versant, donc voilà, de taille moyenne, on va dire. Donc avec la particularité d'avoir une partie marais, donc des marais arrière littoraux, donc c'est 1500 hectares de marais arrière littoraux. Et puis, donc, on retrouve 2000 km de cours d'eau et affluents en comptant le Petit Chevelu sur notre bassin versant. Voilà, donc un bassin versant qui est voilà, scindé en plusieurs parties par 3 barrages structurants. Donc le barrage, donc voilà, 2 barrages en eau potable, le barrage d'Apremont et le barrage du Jonais. Et puis donc un barrage pour l'irrigation sur le Guégoran. Donc à travers donc la particularité de notre bassin versant, hein, c'est qu'on est sur un côtier avec la Vie qui est un fleuve. Donc on retrouve différents paysages. Donc on a une grande partie bocage avec beaucoup d'élevage sur ce territoire-là, en polyculture élevage. Ensuite, on retrouve des paysages liés aux grandes retenues d'alimentation en eau potable d'Apremont et du Jonais. Puis, donc, sur le littoral, donc, on retrouve les marais donc, rétro-littoraux avec voilà, beaucoup d'élevage, soit donc, du pâturage et de la fauche particulièrement. Et puis, donc, notre façade littorale avec donc, des marais salants et puis également tout ce qui est aspect vraiment propre au littoral. Donc au niveau biodiversité, plus particulièrement, en fait, on a différents espaces naturels sur le bassin versant. Donc dans le cadre voilà, du diagnostic du bassin versant, donc on a fait l'inventaire en fait de tous ces espaces. Donc avec en particulier en fait donc 2 sites importants en fait qui sont des sites Natura 2000. Donc avec le site Natura 2000 donc plutôt lié donc à Forêt de Mont, donc Marais breton, hein, Baie de Bourgneuf. Donc voilà, ici, donc c'est tout ce qui est lié au marais breton. Et puis également un autre plus petit site sur le marais du Jonais, donc au sud du territoire. Voilà. Et donc après, différentes également donc ZNIF hein, de type 1 ou de type 2 présents le long, en particulier le long des cours d'eau ou plutôt liés au bocage sur notre territoire. Voilà, donc la particularité en fait hein, du marais breton, c'est que c'est un site à la fois habitat et oiseaux, alors que le site Marais du Jonais est plutôt un site uniquement habitat. Donc, dans le cadre du contrat territorial, donc, il y a eu plusieurs étapes de validation, en fait, hein, de construction de ce contrat territorial. Donc, on s'est appuyé donc, sur un bureau d'études, hein, composé donc, de DCI et CEPIA Conseil. Donc, ça s'est déroulé en 5 phases. Donc, je vous présenterai dans la diapo d'après tout ce qui est plutôt lié au pilotage de l'opération, la gouvernance. Mais bon, on a travaillé énormément avec deux commissions, une commission milieu aquatique et une commission pollution diffuse. Car donc voilà, le contrat territorial aborde tous les volets. Voilà, donc c'est une démarche donc, qui a été assez longue. Donc on avait un premier contrat territorial hein, qui s'est déroulé de 2015 à 2019. Donc on a pu faire donc, ce bilan de ce contrat territorial, donc avec ensuite la validation d'un programme d'action. Donc il y a une première étape en fait de validation du bilan. Donc l'étude a démarré en juillet 2019. Donc une première validation du bilan en 4 mars 2020. Donc ensuite, on a eu un petit moment un an s'est passé avant la validation du diagnostic partagé et de la stratégie territoriale.
Donc, c'est vraiment un point important hein, au niveau de ce diagnostic partagé où là, donc, on a vraiment intégré également cet aspect biodiversité avec des structures en lien avec cette thématique et l'élaboration de la stratégie territoriale également avec donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Voilà. Donc, pour finir, avec une validation du programme d'action de 2022-2027 en 2021 et également donc, la feuille de route à suivre donc, du SAGE et du contrat territorial. Voilà, en octobre 2021. Donc, vous voyez, hein, donc, voilà un début de bilan en juillet 2019 pour une finalisation en octobre 2021 donc des programmes d'action et une mise en œuvre en 2022, voilà, avec un contexte qui n'était pas forcément évident lié à la crise sanitaire durant ces années-là et le renouvellement aussi des élus. Donc, au niveau de la gouvernance, donc sur l'étude hein, et puis le contrat en lui-même, en fait, on s'appuie donc sur un comité de pilotage. Donc, pendant l'étude, en fait, le comité de pilotage s'est appuyé sur la commission locale de l'eau. Donc voilà, et dans le cadre de la mise en œuvre, on intègre également donc, les différents maîtres d'ouvrage du contrat. Donc, il y a donc un groupe de coordination hein, qui travaille sur les grands axes du contrat territorial, la compatibilité avec les attentes des financeurs. Donc, dans le groupe de coordination, on retrouve la structure coordinatrice qui est le syndicat mixte des Marais, donc Ville, Ligneron et Jonay, au titre de sa compétence plutôt liée à l'animation du SAGE, et puis les financeurs. Donc, l'agence de l'eau, la région, Pays de la Loire et le département de la Vendée. Donc, pour préparer en fait les éléments à présenter en comité de pilotage, on s'appuie sur deux commissions, une commission milieu aquatique et une commission pollution diffuse. Donc, dans ces commissions-là, donc on intègre en fait les différents partenaires habituels hein, que sont donc les élus, les services de l'État, hein, avec la DDTM, l'OFB, les financeurs, donc des structures plus locales comme les associations syndicales de marais sur nos territoires, et puis également donc, des structures partenaires techniques, on va dire, comme donc, le Conservatoire d'espaces naturels, donc le Forum des marais atlantiques, la Fédération de Vendée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, l'OGRAMI, hein, l'association Loire Grand Migrateur pour l'aspect plutôt anguille, et puis donc voilà, et puis des structures vraiment environnementales, donc on a Vendée Nature Environnement par exemple, la LPO qui peuvent intégrer ces commissions. Voilà. Donc, la commission pollution diffuse va, elle, plus travailler. Donc, la commission milieu aquatique travaille plutôt sur les aspects cours d'eau et zones humides, milieu aquatique, et la commission pollution diffuse plutôt sur les actions liées à la qualité de l'eau vers voilà, l'agriculture ou les actions des collectivités. Voilà, en particulier. Donc, on travaille donc, voilà, donc dans ces commissions-là hein, qui préparent vraiment les éléments à présenter en comité de pilotage avant la validation. Et puis, donc, on a également donc, on travaille également sur des groupes de travail locaux ou thématiques. Donc, en particulier donc, sur la partie marais, où on a mis en place un groupe de travail voilà, environnement, on va dire, de structure environnementale, pour avancer sur les problématiques de biodiversité sur les secteurs de marais. Donc, suite à ce travail-là de concertation avec ces groupes de travail locaux, puis les commissions, donc on a validé donc, en fait, une stratégie en comité de pilotage hein, donc sur la stratégie 2022-2027 hein, du contrat territorial. Donc voilà, donc qui s'appuie en fait sur les objectifs du SAGE Vie et Jonay forcément et de la priorisation du programme de mesure d'usage.
Donc voilà, où on retrouve des grandes thématiques habituelles, hein, assurer une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau, améliorer la qualité de l'eau, voilà, avec voilà, un accompagnement des exploitants, une réduction des transferts et des pollutions ponctuelles. Et également, donc voilà, ce qui nous intéresse plus ce matin, restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides, avec donc sur les cours d'eau de tête de bassin versant, donc plutôt les travaux d'hydromorphologie et des actions de rétablissement de la petite continuité. Donc ça, c'est plutôt sur voilà, sur les cours d'eau de tête de bassin. Les axes principaux, sur les axes principaux, on est plutôt sur l'aspect vraiment rétablissement de la continuité écologique, avec des axes voilà, grands migrateurs sur la partie aval de notre bassin versant. Et puis, donc, sur la partie marraine, donc, ce qui a été mis en avant, c'est de restaurer les fonctionnalités des marais doux et des marais salés dans le cadre de plans de gestion durable des marais. Voilà, où on a intégré voilà, l'ensemble des thématiques, des travaux sur berge, l'aménagement de marais salés favorables à l'anguille et à la biodiversité. Donc, l'action que je vais vous présenter par la suite. Voilà, des actions de curage et de gestion des plantes aquatiques exotiques envahissantes. Donc, voilà, donc ça, c'est une carte que je vais passer rapidement. Sur la présentation, donc voilà, voilà ça traduit un petit peu la stratégie mise en place, la stratégie, on va dire, géographique, une priorisation géographique des actions mises en place sur notre bassin versant. Donc avec, voilà, on a défini des masses d'eau donc prioritaires, voilà, sur notre bassin versant. Ensuite, donc, il y a eu des sous-bassins versants prioritaires pour les travaux de restauration qui ont été définis. Donc, c'était des bassins versants où on considérait en fait que la stratégie elle a été plus mise, la priorité a été mise plus sur les bassins versants où on avait un faible écart en fait au bon état des cours d'eau pour essayer d'atteindre ce bon état avec des pressions moins importantes. Voilà, et différentes thématiques. Donc, sur la partie aval, donc on retrouve la zone de marais qui a été voilà, vraiment priorisée sur notre territoire et les axes aval sur l'aspect cours d'eau liste 2, donc en particulier pour l'espèce anguille sur notre territoire. Non, je passe sur le reste qui concerne plutôt les pollutions diffuses. Donc, le programme d'action, donc sur l'aspect programme d'action 2022-2024, simplement, hein, c'est un programme d'action à hauteur de 7,7 millions d'euros. Donc, on a le volet milieu aquatique qui représente 65%, avec 5 millions d'euros d'actions sur ce volet-là. Voilà, et ensuite, on retrouve le volet orange, le volet qualité de l'eau, donc plutôt action agricole, qui représente 20%, et le volet non agricole, 5%. Voilà. Donc, on a différents partenaires autour de ce contrat qui ont été mobilisés. Donc, on a le syndicat mixte des marais en tant que structure coordinatrice et maître d'ouvrage d'action hein, sur le contrat territorial. Et donc, on a également d'autres partenaires, d'autres maîtres d'ouvrage, comme les associations syndicales de marais, des partenaires agricoles, mais aussi donc, on retrouve voilà, des communes, des communautés de communes, et également, donc, par exemple, donc, voilà, le Conservatoire du littoral sur l'aspect acquisition de zones humides, et puis la Fédération de pêche sur l'aspect restauration de frayères. Donc, au niveau du plan de financement, hein, donc on arrive sur l'ensemble du contrat à peu près 60% de subventions globalement, donc avec un autofinancement des maîtres d'ouvrage de l'ordre de 39%. Et voilà, donc on a l'agence de l'eau, on retrouve l'agence de l'eau, la région, le département. Et Vendéo, pour nous, qui finance quelques actions également sur tout ce qui est aménagement des bassins versants. Voilà, mares, haies, etc. Voilà. Donc, si on fait un focus sur les actions milieu aquatique portées par le syndicat mixte des marais, donc une grosse partie des actions concerne en fait les travaux sur les mineurs, donc avec la restauration morphologique des cours d'eau, donc qui représente 1,8 million d'euros. Et ensuite, donc, on retrouve donc, voilà, des travaux sur les ouvrages hydrauliques avec des travaux importants liés à la continuité sur les axes aval, donc Vie et Genêt et Ligneron.
Voilà, puis après, donc, les autres actions. Donc, on a des actions en marais, on retrouve le curage, et puis les actions sur le marais salé, des travaux sur berge avec des restaurations de berges. Donc, il y a des adoucissements de berges, des techniques mixtes, donc surtout sur le secteur marais, hein, exclusivement sur le secteur marais. Des actions de lutte contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes et des actions sur la ripisylve, sans oublier donc, le suivi évaluation. Voilà, donc sur les aspects milieu aquatique, donc le plan de financement, vous voyez, on est plutôt sur l'ordre de 70% de subventions et 30% d'autofinancement des actions, avec l'agence de l'eau qui finance à hauteur de 42%, la région 16% et le département 15% pour les actions. Voilà. Donc à travers, pour rentrer voilà, vraiment sur les objectifs qui ont été définis dans le cadre du contrat territorial en lien avec la biodiversité. Donc, je vais vous présenter plutôt un focus sur le marais, donc ce sont 2 sites en fait, du coup sur le marais en site Natura 2000. Et donc, à travers les différents groupes de travail et commissions, le choix a été fait de vraiment travailler sur ces secteurs-là en lien avec la biodiversité, en s'appuyant en particulier sur les documents d'objectifs des sites Natura 2000. Donc, on a défini donc, des objectifs plutôt généraux, de maintenir et encourager l'entretien du marais selon des pratiques de gestion durable du marais, donc voilà, qui fait écho aussi aux mesures agro-environnementales et climatiques. Dans un autre contexte, sécuriser les usages en place. Donc c'est vrai que sur le marais, c'est un milieu anthropique et donc la particularité, c'est que voilà, pour garder un milieu ouvert, il faut conserver les usages en place, préserver la richesse écologique des marais, donc favoriser le développement du brochet et préserver l'anguille et les autres migrateurs amphihalins donc potentiellement présents, améliorer la qualité de l'eau et sensibiliser le public et les acteurs locaux aux enjeux écologiques des marais. Donc ça, voilà, ce sont nos objectifs généraux. On a défini aussi des objectifs sur les axes principaux, d'assurer la continuité écologique, respecter le débit réservé sur ces cours d'eau-là. On a également des objectifs en lien plutôt avec donc le marais doux. Donc, avec voilà, un objectif affiché qui est de préserver les habitats d'intérêt communautaire. Donc, on est vraiment là dans la thématique. Il y a aux prairies humides, les roselières. Assurer la continuité latérale pour le développement du brochet. Entretenir voilà, les réseaux primaires et secondaires en conservant une mosaïque d'habitats. Lutter contre l'érosion des berges et lutter contre les espèces envahissantes présentes sur le marais, donc en particulier voilà, la Jussie qui est très présente sur nos différents marais en termes d'espèces aquatiques. Sur le marais, après, donc sur le marais salé, d'autres objectifs particuliers en lien avec la biodiversité. Donc restaurer et maintenir le fonctionnement du réseau hydraulique salé, préserver les habitats d'intérêt communautaire, donc les lagunes de présalé, favoriser les zones de croissance de l'anguille et le retour des géniteurs à la mer, donc, voilà, protéger contre les inondations, et donc lutter contre également les espèces exotiques envahissantes et améliorer les connaissances. Voilà, donc sur le marais salé, en termes d'espèces envahissantes, on est plutôt sur l'aspect plantes terrestres, avec en particulier le baccaris qui est très présent sur ces zones-là. Donc, vis-à-vis donc, de ces objectifs qui ont été définis, en fait, on a décliné ensuite un programme d'action. Et donc, qui répond en fait à ces objectifs en lien avec la biodiversité, donc soit en termes d'actions propres, soit par rapport à la mise en œuvre des actions. Je vais vous présenter en fait dans un premier temps une action en fait qui a été voilà, réfléchie et menée pour répondre à la fois à l'aspect biodiversité et à l'aspect migrateur, voilà, anguille. Et puis après, donc dans un second temps, plutôt des exemples de prise en compte de la biodiversité à travers les inventaires faune-flore avant travaux, voilà, dans le cadre du contrat territorial. Donc le premier projet, en fait, concerne donc les aménagements donc des marais salés donc favorables à l'anguille et à la biodiversité. Donc on est sur un secteur, en fait, cette action concerne un secteur donc, qui est en marais salé, en fait, ouvert sur l'estuaire. Donc c'est un système ouvert donc sur la mer. Donc
Vous voyez donc sur cette photo aérienne, hein, en fait, l'ensemble des marais salés, avec la rivière Lavie qui parcourt son milieu et qui se jette directement dans l'océan Atlantique, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, on est sur un marais d'une surface d'environ 430 hectares. Donc, les activités en fait piscicoles sont dominantes, avec donc à l'intérieur de tous ces petits marais, en fait, des élevages, on va dire, assez extensifs, et puis à travers des activités non professionnelles, hein, c'est plutôt voilà, amateur, privé. Donc, voilà, de l'anguille, du bar, du mulet, des crevettes. Et puis, donc également, donc, on a un petit peu de saliculture sur 2% de la surface de marais. Voilà, donc la particularité, c'est qu'on est vraiment voilà, au sud hein, du site Natura 2000, Marais Breton, Baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et Forêt de Mont, sur ce secteur-là. Donc, le fonctionnement en fait, du marais à travers ce petit dessin. Donc, on retrouve en fait le marais est traversé par différents étiers et donc qui sont endigués. Voilà. Et donc, chaque marais donc, possède en fait une prise d'eau à travers, donc, c'est une canalisation hein, ou une petite écluse parfois, mais souvent une canalisation hein, qui traverse la digue et qui permet d'alimenter le marais donc, en eau salée depuis l'étier. Voilà. Et après, donc, à l'intérieur du marais, en fonction du fonctionnement, il est composé de bossis et de zones en eau. Donc, chaque propriétaire, en fait, ouvre sa prise d'eau au moment des gros coefficients de marée pour faire rentrer de l'eau de bonne qualité dans son marais. Et les alevins rentrent également à ce moment-là. Voilà. Donc, après, il y a des systèmes de pêcherie qui permettent donc de piéger le poisson lorsque donc, les propriétaires souhaitent vider leur marais et récupérer le fruit de leur pêche. Donc le projet en fait donc anguille et biodiversité, donc il s'est appuyé en fait la définition de ce projet-là, donc on a créé un groupe de travail en fait spécifique pour ce projet-là. Avec, donc, on a retrouvé en fait dans ce projet-là, forcément, donc donc il y a 3 marais en fait qui ont été définis pour faire des zones tests. Et donc, on s'est appuyé sur un groupe de travail avec les propriétaires de ces marais, les gestionnaires, donc les communes concernées sur ces marais-là. Et puis, donc on a également, donc on s'est appuyé sur plutôt donc des experts, on va dire environnementaux, sur l'OGRAMI, donc l'association Loire Grand Migrateur pour l'aspect anguille, sur l'aspect Natura 2000, biodiversité, on s'est appuyé sur le syndicat mixte de la Baie de Bourgneuf, hein, qui est la structure animatrice Natura 2000, le conservatoire des espaces naturels pour tout ce qui est aspect donc lié aux espèces envahissantes, et puis les autres aspects liés à la biodiversité. Et puis donc également donc le conservatoire du littoral. Donc sur l'aspect aussi gestion des sites et puis possibilité d'acquisition de zones humides. Et enfin, donc plutôt les acteurs locaux avec avec l'association syndicale de propriétaires de marais. Donc voilà, donc l'idée en fait du projet, c'était donc de favoriser les zones de croissance de l'anguille et le retour des géniteurs à la mer, avec donc en favorisant à la fois donc la rentrée des anguilles dans le marais, mais aussi donc l'échappement ensuite des géniteurs. Donc il faut savoir que c'est un marais qui est dans la zone d'action prioritaire pour cette espèce-là. Et donc, de par sa proximité avec l'océan, mais c'est la première zone de colonisation pour l'espèce. Et donc, elles peuvent également repartir facilement à la mer. Donc, c'est des secteurs avec un gros potentiel
vis-à-vis de cette espèce-là. Donc aujourd'hui, on avait des marais en fait, qui étaient souvent voilà, fermés, où les anguilles étaient, voilà, pouvaient peut-être rentrer, mais difficilement repartir. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'améliorer l'échange entre l'estuaire et ces marais pour faciliter la rentrée et la sortie des anguilles. Mais on a également intégré l'aspect biodiversité, donc avec un objectif qui est d'améliorer la qualité de l'habitat prioritaire, lagune côtière et ses habitats associés au titre de Natura 2000. Donc tous les bassins en fait en arrière digue finalement, comme on voit sur la photo en bas à droite, sont des habitats potentiels, lagunes côtières, habitats d'intérêt communautaire. Voilà. Donc, il y a tout un travail de réaliser, de diagnostic sur ces marais-là. Donc, voilà, et on s'inquiète aussi voilà, de l'accueil également de certains voilà, oiseaux aussi qui sont d'intérêt communautaire, oiseaux migrateurs. On a l'avocette, par exemple, qui est en photo sur la diapo. Donc, voilà, donc ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'est de pérenniser l'entretien de ces zones de marais qui sont parfois en cours de déprise, avec l'aspect lutte contre les espèces envahissantes, le baccaris qui est très présent sur le territoire. Voilà, donc l'idée en fait du projet, techniquement, c'est d'avoir un aménagement en fait des bassins en arrière-digue. Donc on s'appuie sur un diagnostic de l'ensemble du marais concerné. Donc ce diagnostic, il a été réalisé cette année. Donc on s'appuie sur un prestataire extérieur qui était la LPO Vendée. Et donc ce diagnostic, il est à la fois sur les bassins, mais aussi dans les zones en eau et également donc sur les bossis. Voilà. Donc il est on voit l'aspect hydraulique avec relevé topo, les taux d'envasement, etc. Mais aussi il y a des inventaires en fait faune-flore qui sont réalisés sur la partie en eau par rapport à l'habitat lagunaire, mais aussi sur tout ce qui est forêt halophile, donc tout ce qui est les zones plutôt de shore avec la présence de l'eau bionne à la vente de mer. Et puis, après, tout ce qui est également lié aux végétations également de présalées qui peuvent être présentes sur les bossis. Voilà. Donc, l'idée du projet, c'est on s'appuie sur ce diagnostic-là pour proposer en fait des aménagements à la fois au niveau une restauration des prises d'eau pour assurer un fonctionnement ouvert en fait en permanence avec une connexion en continu entre les bassins ici et puis l'étier. En augmentant en fait la section par exemple de ce tuyau-là et en intégrant un tuyau un petit peu plus haut situé au niveau en fait du forêt halophile, coefficient 70 plutôt d'empoisonnement. Voilà. Création de zones plus profondes pour conserver de l'eau en permanence. Ce qui permet aux anguilles de rester dans le marais pour pouvoir atteindre leur stade de maturité. Et puis, donc, après, la création d'îlots pour la nidification, par exemple, et ce qui permet également d'avoir des zones en arrière de ces îlots avec des zones avec des niveaux un petit peu plus bas. Donc, on va retrouver une autre végétation particulière, des habitats différents, par exemple, pour les plus petites anguillettes qu'on va retrouver ici, sur les zones avec des faibles profondeurs et les plus gros sujets dans les zones les plus profondes. Voilà, avec des zones de refuge par rapport également aux problèmes de prédation qu'il pourrait y avoir sur le marais. Donc voilà, donc ça c'est plutôt l'aspect travaux, mais dans le projet aussi on intègre l'aspect entretien des marais avec tout ce qui va être lié aux ouvrages de manœuvre, la gestion des prises d'eau, l'entretien des différents ouvrages de manœuvre en fait. Également, donc, tout ce qui va être lié au bassin avec la reconstitution des îlots, le cas échéant, le curage des marais si besoin, parce que c'est vrai qu'on a des zones plus profondes, avec une accumulation de sédiments qui peut se produire. Tout ce qui va être lié au bossis, le fauche, le pâturage. Et donc, l'idée, c'est d'établir un plan de gestion sur 5 ans, en intégrant également la problématique des plantes terrestres exotiques envahissantes. Donc, il y a aussi également un état des lieux de présence, en particulier du baccaris sur ces zones-là,
pour mettre en place en fait une stratégie sur ces espaces-là. Est-ce qu'on intervient, est-ce qu'on n'intervient pas? Également vis-à-vis de la faune présente, hein, parce que dans le cadre du diagnostic, il y a tout un aspect oiseau aussi qui est intégré, également insectes, hein, il y a sur un site par exemple, donc on a le criquet des salines qui est présent, et donc on intègre cette espèce-là dans le plan de gestion. Donc il y a également donc, un suivi-évaluation donc, qui est défini, donc on a déjà fait un état des lieux lors du diagnostic préalable. Donc, à la fois donc, sur l'anguille, donc en 4 étapes. Donc, il y a un état initial qui a déjà été réalisé. Et puis après, on va essayer de mesurer le recrutement. Est-ce que nos aménagements ont facilité le recrutement? Ensuite, évaluer le stock en place. Est-ce qu'il a évolué, la population en place dans les bassins? Et après, de mesurer voilà, qu'est-ce qui va repartir au bout de plusieurs années. Donc, l'échappement, la dévalaison. Et également, donc, on met en place un suivi des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Donc, c'est surtout sur l'aspect habitat lagunaire. Voilà. Donc, on a donc, cette action, en fait, voilà, donc on a trois marais donc, expérimentaux, on va dire. Donc, ça représente un budget prévisionnel de 45 000 €, intégrant donc diagnostic préalable, en fait. Voilà. Donc avec un financement, agence de l'eau 50% et région 30% sur ce projet-là. Donc on a intégré également dans ce projet-là tout ce qui est lié à l'acquisition foncière. Donc le Conservatoire du littoral s'est porté maître d'ouvrage en fait, de cette action-là dans le cadre du contrat territorial Eau-Vie-et-Genève. Donc avec un financement à hauteur de 50% de l'agence de l'eau, voilà, avec un coût plafond à l'hectare sur ces actions-là. Donc voilà, donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une action en fait, qui intègre l'ensemble des partenaires liés au marais, liés à la biodiversité du marais, en lien aussi donc, avec forcément l'espèce anguille hein, sur le territoire. Donc voilà pour cet exemple-là. Donc ensuite, je vais vous présenter plutôt un exemple pour la prise en compte en fait, de la biodiversité au stade travaux dans le cadre du contrat territorial. Donc on a donc voilà, en particulier sur les actions des travaux sur le liminaire. Vous avez vu dans le programme d'action, c'est une action relativement importante sur notre contrat, hein, comme dans, je pense, beaucoup de contrats territoriaux aujourd'hui. Donc, on a différentes actions hein, qui sont voilà, donc avec beaucoup de reméandrage, de remise dans le talweg. Donc, il y a le petit schéma explicatif. Hein, on a énormément de cours d'eau qui ont été recalibrés sur notre territoire dans le cadre des opérations de remembrement dans les années 80. Et donc, l'idée, c'est de refaire vivre ces cours d'eau-là en les faisant reméandrer. Voilà. Et parfois, donc, ils ont même été déplacés, ces cours d'eau. Et donc, dans ce cas-là, donc, on essaie de les remettre dans le talweg d'origine, partie basse en fond de vallée, partie basse des parcelles. Voilà. Donc, d'autres actions donc, qui touchent moins donc, à la morphologie du cours d'eau, mais qui sont des actions plutôt de recharge, avec, voilà, comme les photos en bas, des réductions de sections ou la mise en place de banquettes alternes sur les cours d'eau de tête de bassin versant. Voilà. Donc là, on a toujours le même financement, agence de l'eau à 50%, région 30% sur ces actions-là. Donc ces actions demandent beaucoup voilà, d'anticipation. Donc pour avoir l'adhésion en fait, des propriétaires riverains, et prendre en compte en fait tout l'aspect en fait faune-flore sur ces secteurs-là. Donc pour ce faire, nous on a mis en place en fait un marché de maîtrise d'œuvre en fait sur les 3 années du contrat. C'est un marché à bon de commande, donc avec un bureau d'études spécialisé dans les travaux de restauration de morpho et avec aussi voilà, comment dire, des techniciens plus spécialisés dans tout ce qui est inventaire faune-flore.
Donc, tout d'abord, donc on a voilà, une première réunion de concertation avec les propriétaires riverains pour expliquer la diapo que je vous ai présentée préalablement, voir avec eux les possibilités de travaux sur leur parcelle. Et ensuite, donc, si on a plutôt un avis favorable, on lance une phase projet, donc un premier bon de commande, où donc, on va avoir à la fois un état des lieux, donc avec un relevé topographique du cours d'eau, la morphologie, avec les différents compartiments que l'on connaît sur le lit mineur, lit majeur, etc., les usages présents, le drainage. Mais on intègre également à ce moment-là les inventaires faune, flore et habitat qui nous sont également demandés par les services de l'État dans les arrêtés de DUG, les arrêtés loi sur l'eau. Voilà. Donc, on intègre ces inventaires à ce moment-là. Un diagnostic également des ouvrages qui sont présents, c'est surtout des ouvrages de franchissement, passage busé, etc., qui peuvent poser des soucis au niveau continuité ou au niveau blocage morphologique. Et puis, donc, on lance les études au stade projet avec, donc, à partir de ces éléments-là de terrain, des plans, des coupes différents, la qualité des matériaux, les volumes, etc., qui vont être mis en place. On définit également tout ce qui va être mesure en fait, d'évitement, de réduction ou de compensation vis-à-vis des espèces présentes. Et on définit le coût prévisionnel détaillé des actions. Donc, c'est vrai que souvent, en fait, sur les secteurs de tête de bassin versant, on a deux cas extrêmes de possibilités. C'est soit on est sur des cours d'eau qui ont été recalibrés, qui sont aujourd'hui très, très végétalisés, donc on va avoir des habitats intéressants, soit on se retrouve aussi sur des zones plutôt, plutôt trop entretenues, on va dire, et où on a des fossés nus, voilà, où on a forcément moins d'habitats, voilà, différents. Donc ensuite, donc quand on a fait cette phase projet, donc on a une nouvelle réunion de concertation où on intègre également donc, les propriétaires, mais également donc, les services de l'État, en particulier donc l'OFB, pour valider donc, cette phase projet. Et donc qui se traduit par en fait un porté à connaissance que l'on dépose auprès des services de l'État. Donc lorsque se porter les phases ensuite, on s'appuie aussi donc lorsque la phase projet est validée, que le porté à connaissance est validé auprès des services de l'État, on peut lancer la phase plutôt travaux avec la rédaction des cahiers des charges et donc le suivi des travaux où là le maître d'œuvre il a simplement un rôle plutôt au démarrage du chantier pour vérifier les implantations, la topographie, parce qu'on n'est pas forcément équipé nous du matériel. Et puis, au cours du chantier, donc pour faire vérifier également au niveau topo la conformité de la réalisation du fond de forme, etc. Et puis aussi en phase terminale de chantier. Voilà. Donc, l'idée à travers cette maîtrise d'œuvre-là, c'est aussi de se dégager du temps de technicien pour la concertation, pour bien en prendre en compte tous les enjeux liés aux acteurs locaux et aux aspects aussi biodives sur le territoire. Voilà, donc quelques exemples, par exemple, de rendu. Donc, sur un cours d'eau de notre territoire, en fait, où donc il y a eu une première phase terrain où le bureau d'études a pu faire une cartographie des habitats naturels, à la fois en termes de linéaire, en fait, hein, mais aussi surfacique. Voilà, en prenant aussi en compte tout ce qui est donc présence d'arbres morts avec la présence d'insectes xylophages, par exemple. Mais aussi, donc, vous voyez donc, sur la photo de droite, la présence d'une lignification probable d'élanion blanc. Voilà, donc il y a un petit rapace. Donc voilà, pour mettre en place, voilà, dans le cadre des travaux, mais même dans le cadre de l'accès des travaux pour le chantier, en fait, des mesures d'évitement vis-à-vis de cette espèce-là. Voilà. Donc, simplement un exemple de préconisation, on voit voilà, donc, que durant les travaux, les effets donc, peuvent être significatifs pour les habitats. Donc, ils concernent notamment donc, les travaux sur la végétation, avec les abattages d'arbres, avec la présence d'aulnaies, freinets, en fait, des sources et ruisselets, donc il y a un habitat particulier.
mais bon, avec des effets qui resteront localisés. Donc, on essaie dans nos travaux de mettre en place les actions pour abattre le moins d'arbres possible, essayer d'accéder par les secteurs où il y a le moins de végétation. Voilà, en particulier. Donc, ça a été fait par un bureau d'études, en fait, avec les préconisations par un bureau d'études. Et puis, donc, sinon, on a une deuxième façon de faire, en fait, et on travaille, par exemple, sur tout ce qui est restauration de la ripisylve. Donc, voilà, c'est une action aussi dans le cadre du contrat, avec de l'élagage, de l'abattage sur les différents arbres. Je passe rapidement. Et donc, du coup, sur cette action-là, donc, en fait, l'inventaire biodive réalisé avant travaux est réalisé en interne par les techniciens, en fait, du syndicat, où on réalise donc un inventaire faunistique et floristique donc en interne, qui fait l'objet également d'un porté à connaissance transmis au service de l'État. Donc voilà, donc ça c'est un exemple par exemple où donc on est passé, voilà, mes collègues sont passés sur les différents cours d'eau où on a pu, voilà, là donc ça c'est un exemple, la strate arborescente. Voilà, flécher les différentes espèces essences locales, mais aussi espèces exotiques qui peuvent être présentes sur le site. Voilà, mais également tout ce qui est lié en fait à la faune, avec la présence de différents mammifères. Bon, là, c'était Ragondin ramusqué, mais également tout ce qui va être odonates, batraciens. Donc voilà, on essaye d'avoir un inventaire voilà, le plus complet possible et qui ne se veut pas, voilà, qui est exhaustif. Donc, je vous remercie pour votre attention. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre présentation, donc très intéressante. J'espère qu'il y aura les questions. Il ne faudra pas hésiter à poser vos questions. Je fais ma petite présentation et ensuite on ouvre les questions comme prévu. Donc, l'autre partie du webinaire, c'est les actions. Je vais vous présenter 4 actions très rapidement dans le cadre des appels à initiatives et des appels à projets plans nationaux d'action. Donc, ce sont des exemples de projets sur un seul et même territoire de contrat territorial. Donc, le premier exemple, c'était un projet qui a eu lieu dans le cadre de notre appel à initiative biodiversité 2017. Donc, c'était la restauration des fonctionnalités des marais rétro-littoraux du golfe du Morbihan pour les anatidés, donc ce sont les oiseaux d'eau. Les porteurs de projets ont été la commune de Sarzeau, la réserve naturelle des marais de Séné et en 2017, c'était l'ONCFS qui est l'OFB actuellement. La situation géographique, c'était donc la réserve naturelle des marais de Séné, dans lequel il est inclus un site Natura 2000, une SNIEF, et le parc naturel régional du golfe du Morbihan. C'est donc sur le territoire du contrat territorial côtier du golfe du Morbihan de Quiberon à Penner, donc contrat qui a été signé 2022-2024. Donc c'était antérieur, bien évidemment, au contrat actuel. Les enjeux dans le cadre de ce projet, c'était la gestion et la restauration de la capacité d'accueil, la zone d'alimentation majeure pour les oiseaux d'eau. C'était aussi l'amélioration des connaissances de la distribution géographique, savoir exactement où est-ce qu'il se trouvait sur le marais et à quel moment, quelle période de l'année. Et c'était aussi sensibiliser le grand public. Donc, pour aller plus loin dans cet exemple, vous avez un article sur le site Aide et redevances de l'Agence de l'eau. Donc, le lien va être mis dans le fil de discussion. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce projet plus en détail. Donc, voilà un exemple de biodiversité sur ce contrat-là. Autre exemple, toujours dans le cadre de l'appel à initiative biodiversité, mais cette fois-ci en 2018. Donc là, c'était le plan d'action territorial pour les trames marines et estuarières sur le territoire du parc naturel régional du golfe du Morbihan. Donc, en 2018, le porteur de projet, c'était le parc naturel régional golfe du Morbihan. Sur cette partie-là, les masses d'eau sont majoritairement en état moins que bon. Il y a 2 masses d'eau en très bon état et en bon état, mais majoritairement en état moins que bon. Donc, situation géographique, forcément, le parc naturel régional du golfe du Morbihan, toujours sur le contrat territorial côtier, sur le territoire du contrat territorial côtier golfe du Morbihan. Là, les enjeux, c'était l'élaboration d'un plan d'action territorial des trames naturelles, donc élaboration d'un diagnostic sur l'identification des trames vertes et bleues, et élaboration avec les partenaires d'un plan d'action territorial trames naturelles. C'est aussi l'acquisition de connaissances complémentaires sur les trames naturelles, mise en œuvre d'actions expérimentales et pilotes sur le territoire,
Et la grosse partie qui était vraiment le plus financée dans le cadre de cette AI, c'était l'identification de la trame bleue salée, une action sur l'estuaire de Noyalo. Donc là encore, dans le fil de discussion, il y a un article de presse que vous pourrez aussi aller voir. Pour Repère, ce projet a coûté 161 000 €. Dans le cas de l'appel à initiative de 2018, c'était 80% d'aide, donc 128 800 € d'aide. J'ai oublié de le préciser, sur l'autre projet, c'était 130 000 € de travaux pour 104 000 € d'aide. Le troisième exemple, c'est dans le cadre de l'appel à projet plans nationaux d'action. Donc là, c'était l'AAP de 2019. Donc, c'était une acquisition foncière visant la gestion des habitats de l'Azuré des Moulières. Donc, l'Azuré des Moulières, c'est un petit papillon que vous avez en photo en bas à droite. Le porteur de projet, c'est Bretagne Vivante. Donc, où est-ce que ça se situe exactement? C'est sur la commune de Locmariaquer et Saint-Philibert, donc dans le golfe du Morbihan. C'est une réserve associative de Kercadoré, qui est incluse, elle aussi, dans un site Natura 2000, donc ZPS, et donc dans le parc, sur le secteur du parc naturel régional. Donc toujours, comme dans les 4 exemples que je vous présente, sur le territoire du contrat territorial côtier du golfe du Morbihan. Là, les enjeux, c'était vraiment de faire l'acquisition foncière en vue de l'extension de la réserve associative de Kercadoré. C'était de préserver les habitats naturels, de préserver bien évidemment l'Azuré des Moulières, donc le papillon de jour. C'était un enjeu botanique aussi. Et enfin, alors là, ce n'est pas ce pourquoi l'Agence de l'eau a financé, mais il y avait quand même aussi derrière la préservation d'un patrimoine culturel lié à la Seconde Guerre mondiale. Pareil, vous pourrez aller voir plus en détail sur le site Aide et redevances de l'Agence de l'eau, un article sur ces actions. Donc voilà sur cet exemple. Pour l'Agence de l'eau, donc dans le cas de l'appel à projet des plans nationaux, là c'est une aidée à hauteur de 50%. Donc il y avait 42 120 € de travaux pour 21 000 € d'aide. Voilà à peu près ce que vous avez sur cet exemple-là. Sur le dernier exemple que je vous présente, c'était dans le cadre de l'appel à initiative biodiversité marine, donc en 2020. Donc là, c'était la réhabilitation du marais de Kermadio. Donc, porteur de projet Bretagne Vivante, là aussi. Sur la commune de Pluneret, donc dans le Morbihan, sur la vallée de Tréhaut, et sur la rivière du Loc. Toujours sur le PNR du golfe du Morbihan, et le marais est dans ZINEF 1, territoire du contrat territorial. Les enjeux, c'était un retour à une fonctionnalité du marais estuarien qui était endigué, s'apparentant à une lagune saumâtre. Donc, c'est une restauration des ouvrages hydrauliques et une modification de la gestion. Il y a une signature de convention de gestion entre les propriétaires et Bretagne Vivante, signature qui a permis de classer ce marais en réserve associative, tout comme la réserve associative de Kercadoré. Donc, l'utilisation aussi, donc l'enjeu, c'était aussi l'utilisation des marais par les anguilles et de refaire revenir les oiseaux doux. Tout en sachant qu'en amont, au niveau des marais de Tréhaut, il y a un accueil des espèces d'oiseaux rares. Donc, ces 4 exemples, tout ça pour vous dire qu'en fait, sur le contrat territorial du côtier du golfe du Morbihan, ce n'est pas fait actuellement, mais il aurait pu, vous voyez, c'est pour vous montrer vraiment des exemples un peu plus, de façon plus concrète de ce qui peut être fait dans vos contrats territoriaux. Sur ce marais, la masse d'eau est en état moins que bon. En état moins que bon, on est à ZINEF, on a le PNR, donc on peut totalement intervenir dans le cadre du contrat territorial sur cet exemple-là. Les 4 exemples que je vous ai montrés, voilà, c'est tout à fait des exemples que vous pouvez intégrer dans vos contrats territoriaux. Et donc, il est possible aussi, dans la suite de ce contrat, étant donné que c'est 2 fois 3 ans, il peut aussi y avoir ces projets qui s'inscrivent dans vos contrats territoriaux. Et donc là, vous avez bien vu que c'était des initiatives, c'était des projets qui se sont faits dans le cadre de nos appels à initiatives. Et ce que je vous ai présenté au tout début, vous avez donc les appels à initiatives, biodiversité marine au 15 novembre qui redémarre, encore un appel à initiative donc en 2023, 1er avril, 1er août, et encore l'appel à projet PNA au 15 novembre, 15 février. Donc voilà, vous avez un panel assez large sur la biodiversité pour pouvoir agir sur le bassin Loire-Bretagne. Donc voilà à peu près ce qu'on voulait vous présenter ce matin sur la biodiversité.
Donc, vous avez une petite vingtaine de minutes pour poser vos questions, que ce soit écrit ou que ce soit à l'oral. Voilà. On vous laisse la parole, il faut que vous leviez la main et on vous ouvrira votre micro pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, on a déjà, donc effectivement, deux premières questions, donc de Oriana Garcia. Alors, c'est une question pour Ludovic. Donc, avez-vous réalisé de la restauration de zones humides de bas-fond en date de bassin versant alluvial hors marais? Est-ce qu'elles ont été stratégiquement choisies? Comment? Ou uniquement par défaut de travaux de cours d'eau? Donc, on n'a pas on n'a pas défini d'action en fait de ce type-là, hein. C'est plutôt lié en fait aux actions de restauration morphologique en fait, hein, des cours d'eau, ou dans le cadre de ces travaux-là, on est plutôt sur voilà qui doivent remonter en fait la ligne d'eau, hein, présente dans le cours d'eau, qui aujourd'hui fait parfois voilà un bon mètre, 1,50 m de profondeur. Donc, pour établir dans un calibre, un gabarit d'origine, aux alentours de 50 cm parfois, voilà, parfois moins. Et donc là, on est plutôt voilà, avec la reconnexion de la zone humide à ce moment-là, mais on n'a pas eu d'action fléchée de restauration voilà, de zones humides sur les têtes de bassins versants, sur le contrat. Merci pour la réponse, Ludovic. J'espère que ça a bien répondu. Donc, une autre question de Sandrine Guillot, donc la du Cher. Comment ces actions avec MOE sont inscrites dans le contrat territorial, alors même qu'elles ne sont affinées et définies qu'après les accords des riverains? Ou alors le marché des MOE est passé de manière indépendante au timing du contrat territorial? Donc là, je laisse aussi répondre Ludovic. Oui, donc en fait, dans le contrat territorial, donc on a bien intégré l'ensemble des actions de restauration morphologique, en fait, au stade avant projet, finalement. Donc, avec, voilà, c'est localisé, avec voilà, les parcelles concernées, les volumes prévisionnels, etc. Enfin, voilà, les différentes incidences. Et donc là, l'idée en fait de la maîtrise d'œuvre, donc là voilà, le contrat a été validé voilà, de cette façon-là, instruit de cette façon-là. Et ensuite, donc la maîtrise d'œuvre vient vraiment sur le stade projet, où là on va donc affiner en fait les détails, ajuster les techniques employées, par exemple donc, la hauteur de la recharge, s'il y a la présence de drain, ou est-ce que c'est possible de faire du reméandrage ou pas, en fait. Donc, on adapte la technique. Finalement, on essaye d'anticiper sur, voilà, je parlais des drains, par exemple, est-ce qu'il y a une reprise de drain à faire pour pouvoir voilà, faire un projet vraiment intéressant, et prendre en compte voilà, tout ce qui est inventaire faune-flore aussi sur le territoire. Voilà. Et donc après, ce dossier-là sert de porter à connaissance auprès des services de l'État, voilà, qui le valident pour l'instruction. Et d'ailleurs, c'est demandé en fait dans l'arrêté de DIG. Ils nous demandent des compléments en fait d'information, hein. Sachant que c'était une DIG instruite loi Warsmann, donc c'est plus plus allégé, on va dire. Et donc après, il y a plus de compléments. Donc on est en système déclaratif, mais par contre, on a plus de compléments à donner après. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu. Mais c'est voilà, c'est un timing par rapport au timing, oui, qui est, en fait, on est dans la mise en œuvre. Là, on n'est plus dans la définition des actions, on est dans la mise en œuvre, voilà, des actions du contrat territorial. Merci. Encore une question pour Ludovic. Donc, quelles sont les actions pollution diffuse en lien avec les pratiques agricoles sont mises en place dans le CT Auvier-Jaunet? Donc, c'est de Françoise Brisson. Alors, donc, bon, c'est un volet que je suis moins, du coup, hein, donc on a une autre personne en fait qui suit ces actions-là au niveau du CTO Vier-Jaunet sur tout ce qui est pollution diffuse. Donc on s'appuie voilà, hein, simplement voilà, on s'appuie en fait sur des diagnostics en fait d'exploitation qui sont mis en place au niveau
des agriculteurs, voilà, pour définir des actions sur tout ce qui va être mis en place, voilà, utilisation des intrants, gestion de la fertilisation, etc. Mais c'est vrai que je ne pourrais pas trop rentrer dans le détail. On a un volet important aussi plutôt lié donc à la mise en place des haies. En fait, voilà, mise en place de haies, zone tampon qui est mis en place aussi sur ce volet-là. Voilà. Après, bon, je pourrais poser la question, voilà, et y répondre un peu plus tard auprès de mes collègues pour avoir plus de détails sur ce volet-là. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autres questions, mais on a quand même, nous, ici, quelques questions aussi à vous poser, qui peut aussi intéresser tout le monde. Donc, comment les acteurs historiques ont perçu l'objectif biodiversité pour ce nouveau contrat? Quel a été l'accueil? Est-ce que ça a été facile ou pas? En fait, l'aspect biodiversité, on va dire elle a toujours été relativement présente en fait sur le secteur, en particulier sur le secteur de Marais, donc ce sont des sites voilà, Natura 2000 hein, classés depuis longtemps. Et donc, en fait, il y a d'autres instances en fait, où on retrouve les mêmes acteurs, voilà, par exemple dans les comités de pilotage Natura 2000, sur les groupes de travail sur les mesures agro-environnementales. Donc voilà, ils sont déjà sensibilisés en fait, à ces aspects-là de biodiversité. Et c'était déjà intégré voilà, dans nos actions, finalement, dans la mise en œuvre des travaux, voilà, dans le précédent contrat. Peut-être pas de cette façon importante, de façon aussi importante, mais déjà intégré. Donc, ça a été quand même voilà, relativement bien perçu et même logique finalement pour les acteurs du territoire. Voilà, au niveau de l'aspect biodiversité sur le contrat. Hein, ce qui est plus compliqué, c'est lorsque une action en fait, fait évoluer les habitudes de pratique, par exemple sur le marais salé, où voilà, les aménagements des prises d'eau finalement ne vont pas correspondre à un usage traditionnel du marais. Où là, il faut bien expliquer les choses, que voilà, on est dans l'expérimentation, on est sur une surface du marais, voilà, un marais par exemple en déprise. Et l'objectif, c'est pas avoir un usage traditionnel du marais, mais bien voilà, retrouver un marnage régulier dans le marais pour favoriser tout ce qui est zone de shore, forêt halophiles, que les anguilles puissent rentrer et ressortir facilement. Mais là, c'est là, voilà, là on touche plutôt comment dire, donc les usages traditionnels du marais. Et là, c'est là que voilà, où il peut y avoir des discussions un petit peu plus tendues, on va dire, beaucoup plus d'explications avec les associations syndicales de marais en particulier. Sandrine Guillot, toujours, qui repose une nouvelle question. Donc, pour des actions qui vont s'apparenter à de l'entretien régulier, marais notamment, comment le financement via le CT est accordé? Première intervention uniquement ou retour périodique sur un même site? Donc, sur cet aspect-là, en fait, dans le contrat territorial, on a uniquement en fait, les actions de restauration, d'aménagement. Tout ce qui est plutôt entretien voilà, des sites, gestion des sites, on souhaite actionner d'autres leviers. Donc, en particulier, donc, comme on est sur des sites Natura 2000, peut-être des contrats Natura 2000. Donc ça, c'est en cours comment dire, de définition, hein, de rédaction, de construction. Donc voilà, des leviers liés au contrat Natura 2000. On a des projets aussi, par exemple, voilà, des copâturages hein, qui se montent sur différentes communes. Donc voilà, on essaye d'associer justement donc voilà, les communes, la communauté d'agglomération, Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en l'occurrence, pour voilà, ces aspects-là d'entretien derrière. D'entretien voilà, derrière des marais. Voilà, donc l'idée, ce n'est pas intégré dans le contrat territorial, tout ce qui est entretien, mais c'est d'actionner d'autres leviers possibles. Voilà. Donc on espère, voilà, donc ça va être défini dans les mois qui viennent. On va avoir d'autres réunions de travail pour bien définir tout ça.
Voilà, effectivement, on rappelle bien que l'Agence de l'eau ne finance plus l'entretien depuis notre 11e programme. Donc une autre question, pensez-vous à l'avenir que vous prendrez davantage en compte la biodiversité dans votre contrat et comment éventuellement, ou est-ce que ce qui est déjà fait pour vous semble déjà un bon niveau de ce qui pourrait être fait dans le cadre de cette thématique-là? On est vraiment au tout début du contrat, hein. Donc, on est sur le contrat territorial, donc 2022-2024. Voilà, donc après, il y aura 3 autres années. Donc, je pense que c'est des questions qu'on va se poser au niveau du premier bilan, on va dire, du contrat 2022-2024 pour voir les ajustements sur 2025-2027. Donc, on a, je pense, voilà, un travail qui est important qui nous attend pour intégrer la biodiversité aussi avec des actions. C'est sur tout ce qui est espèces envahissantes. Aujourd'hui, donc on a beaucoup d'actions liées à la Jussie, en particulier d'arrachage manuel, parfois de l'arrachage mécanique en fait. Donc, on a construit un document cadre lié au plan de gestion des plantes aquatiques envahissantes. Donc, on doit faire ces plans de gestion par site. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec l'évolution de ces espèces, voilà, l'entrée biodiversité, restauration des milieux va être voilà, importante et va amener d'autres actions finalement sur ces aspects-là. Voilà. Donc après, il faudra faire un petit peu voilà, ce bilan-là et voir comment ça peut être intégré aussi dans les politiques des différents financeurs, hein. Cette restauration des milieux, certes, il y a les plantes envahissantes, mais on est bien sur de la restauration de ces zones de marais, sur les fossés tertiaires, en particulier dans les marais, qui aujourd'hui, voilà, il n'y a pas trop d'actions, mais bon, qui sont hyper importantes vis-à-vis de la biodiversité. Donc, ça va être un aspect voilà, important et, sur ces zones-là. Après, je trouve que voilà, au niveau des autres actions, à travers ces inventaires, faune, flore, etc., c'est quand même bien pris en compte aujourd'hui, plus qu'avant. D'ailleurs, donc voilà, pour moi, ce sera vraiment cet axe-là. Et puis, il faut attendre après le bilan de ce premier contrat, le travail avec les acteurs pour intégrer peut-être d'autres volets, quoi. Sur les zones humides, par exemple, en de bassin versant, ça pourrait être intéressant à développer, hein, par exemple. Voilà, mais après, il faut aller peut-être plus loin que tout ce qui est cours d'eau, quoi. Voilà. Oui, c'est pour ça, par rapport à ce qui a été présenté aujourd'hui, j'espère, et pour vous, et puis pour l'ensemble des personnes présentes, que ça va un petit peu susciter des envies, des idées pour aller un petit peu plus loin dans vos contrats territoriaux. On n'a donc pas d'autres questions. J'espère qu'on aura quand même pu répondre à pas mal de vos interrogations sur cette nouvelle thématique. Et je vais laisser la parole à Emeline. Hop, je me fais plus de place. Enfin, on vous remercie pour votre attention, Ludovic Priou pour son intervention très intéressante. Donc, on vous donne rendez-vous dans 15 jours, le 18 octobre prochain, sur le webinaire Mettre en œuvre un volet stratégique pour les zones humides. Donc, on espère que vous serez aussi nombreux. Et puis, à la fin de toute cette série de webinaires, vous aurez un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé. Et un des objectifs de ce questionnaire, c'est aussi de préparer notre réunion en présentiel qui devrait avoir lieu en avril 2023. Voilà, donc on vous remercie et puis on vous dit donc au 18 octobre. Bonne journée.